Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, mon invité est maître Benoît Renard. Benoît est avocat au barreau de Madrid. Il est français, mais il a exercé exclusivement à l'étranger en débutant sa carrière au Chili, plus précisément à Santiago, et en la poursuivant en Colombie, à Bogota, où il exerce comme conseil juridique. Puisque, comme il l'explique dans l'interview, au Chili, il est possible de faire du conseil juridique sans être avocat, et c'est également le cas en Colombie. J'ai effectivement profité du confinement pour faire des interviews à distance, et ça a commencé la semaine dernière avec l'interview de Cécile Madeline qui est à Rouen. Mais je me suis dit que, quitte à faire des interviews à distance, autant faire des interviews qui seraient vraiment difficiles de faire, indépendamment des conditions du confinement, et donc d'interviewer des avocats qui sont loin. Donc c'est principalement des avocats français qui exercent à l'étranger, mais il y a aussi une avocate québécoise dont je vais diffuser l'interview la semaine prochaine. Donc voilà, j'espère que cette ouverture sur l'international vous plaira. Je sais que nombreux sont ceux et celles parmi vous qui avaient des questions et une curiosité pour les carrières plus internationales et la possibilité d'avoir une mobilité internationale comme quand on est juriste. Donc peut-être que ces interviews vous inspireront. En tout cas, je le souhaite. C'est encore une fois, mais c'est la dernière fois avant dans longtemps, je pense, une recommandation par moi-même, puisque j'avoue que j'ai voulu être assez agile et réagir vite pour aller vers l'international, et que voilà, j'ai fait avec ce que j'avais dans les poches et ce que j'avais dans mon réseau. Et donc j'ai commencé par Benoît Renard, qui a fait la franco-espagnole comme moi, la double maîtrise au droit français et espagnol entre la Complutense de Madrid et l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, comme moi, mais la promo au-dessus de moi. Et j'ai vu passer récemment dans le Monde du droit un article qui faisait part de sa nouvelle aventure en Colombie, et c'est comme ça qu'il m'est venu à l'esprit, pour être tout à fait honnête. À défaut de remercier quelqu'un de m'avoir recommandé Benoît, je voudrais remercier chaudement Julien B, Chaton Vert 38 et Mathilde Jure pour leurs avis sur Apple Podcast, sur le podcast. Ça me fait vraiment très chaud au cœur. Et d'ailleurs, Chaton Vert 38 laisse un avis qui fera honneur aux qualités et aux compétences en termes d'expression orale des avocats, puisque je vous lis son message. Je ne suis pas du tout dans le droit ou le juridique, mais ce que je trouve très intéressant en dehors du cadre est que les interviewés et l'intervieweuse sont pour la majorité extrêmement à l'aise et fluides à l'oral, donc c'est très agréable à l'écoute. Et vu que les parcours sont tous différents, ce n'est pas du tout répétitif, donc je recommande vivement. Bonne continuation. Merci beaucoup Chaton Vert 38. Ça me fait plaisir, et je pense que ça fera plaisir aux invités de savoir qu'ils sont agréables à écouter. Merci aussi à Haute Coche pour son aide sur la post-production du podcast. Voilà, je vous laisse avec Benoît et moi donc pour cette discussion dans laquelle je précise, pour les curieux sur ce sujet, nous avons énormément parlé du développement de clientèle et du développement du business. Donc je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous intéresse. Et voilà donc une interview qui devrait vous inspirer à ce sujet-là. À la semaine prochaine et très bonne écoute. Bonjour Benoît Renard. Bonjour Lila. Merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat. Merci à toi de m'inviter. Alors Benoît, raconte-moi comment et pourquoi tu es devenu avocat. Alors, un petit peu à l'instar des autres participants que tu as interviewés, un petit peu par hasard. Moi, là-bas, je voulais devenir journaliste sportif, comme mon frère aîné, qui est non seulement journaliste sportif, mais qui est également journaliste pour La Croix. Donc, c'est pour ça que j'avais décidé en terminale de faire des études de droit, parce qu'on m'avait dit que Emmanuel Chin, notamment, le présentateur de télévision sur l'émission Capital, avait fait des études de droit, je crois, ou une école de commerce peut-être, je me rappelle plus, avant de devenir journaliste. Donc c'était un petit peu le chemin que j'envisageais.
Et donc j'avais postulé à Assas, notamment à la formation en droit franco-espagnol, où j'étais premier sur la liste d'attente. Donc j'avais pas été pris. Et j'avais postulé également à la Sorbonne en droit franco-espagnol et j'avais pas été pris non plus. J'ai été pris en prépa Hippocagne. J'ai été à la réunion de présentation. Ça m'avait fait peur. Je me disais que c'était pas ce que je voulais faire. Donc du coup, je m'étais inscrit en droit à Nanterre en vue de après retenter ma chance à la Sorbonne pour rentrer en droit franco-espagnol, la formation qu'on a faite, bah toi aussi. Ouais. Ouais. Et j'allais te demander pourquoi du droit franco-espagnol? Pourquoi tu voulais intégrer ces doubles cursus-là? Alors pas pour le droit, principalement c'était parce que je m'étais inspiré de l'auberge espagnole, ce qui est devenu mon film culte depuis je sais pas la seconde peut-être. Je le regardais une fois tous les mois et je me disais que je voulais faire la même chose que Xavier, le principal protagoniste, mais pas dans le cadre d'un Erasmus. Je voulais quelque chose de plus intégré. Je voulais aussi également m'intégrer plus d'un an, donc sur 2 ans. Donc la formation offerte par la Sorbonne était parfaite parce que c'était 2 ans Ouais. à Madrid et avec l'objectif aussi de m'intégrer dans la société espagnole, de me faire des amis Mhm. locaux, d'avoir une sorte de mix entre l'auberge espagnole, Erasmus et aussi une volonté d'intégration dans le pays. Et du coup, enfin, cette première année de droit, en fait, tu l'as faite à Nanterre et t'as repris après au bout d'une année? Exactement. Alors j'ai fait une année à Nanterre qui était très laborieuse parce que je me rappelle très bien parce que moi je vivais en banlieue parisienne à Aubergenville, donc j'avais 1 heure et demie de transport pour arriver sur le campus de Nanterre. Et Mhm. quand l'année de droit a commencé, il y avait des grèves de la SNCF et j'avais mes TD qui commençaient à 8 heures du matin. Et en fait, j'ai directement eu 2 ou 3 absences, je me rappelle plus, à cause des grèves de train et sans, enfin, aucune pitié du côté des chargés de télé. C'est-à-dire que j'étais presque défaillant directement. Que c'est vrai qu'à Nanterre, c'est un peu la jungle, quoi. Il y a une volonté d'épurer tous les premières années, afin de faire une sorte de sélection à côté de la première année. Et donc Mm. effectivement, c'était une année compliquée, mais j'avais cet objectif-là en vue de préparer la sélection pour intégrer la Sorbonne et aller à Madrid. J'avais que Madrid en tête en fait. Donc dès que j'avais un petit peu de Ouais. vacances, je partais à Madrid je partais à Madrid en séjour pour perfectionner mon espagnol. Ouais. Et donc, ben l'histoire directe, tu as été pris. Cette deuxième tentative a été fructueuse et que donc tu as intégré la double licence en droit espagnol. Donc, pour éclairer un petit peu les auditeurs, c'est un double master entre Paris 1 et la Complutense à Madrid. Et donc, on passe les 2 premières années à Madrid et ensuite les 2 années suivantes à Paris. Et à la fin, ça donne un master dans les deux pays. Et alors, comment c'était pour toi cette expérience madrilène, ce double diplôme? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que ça a répondu à ce que tu souhaitais faire en intégrant ce diplôme? Oui, totalement. Totalement. Le fait d'arriver à Madrid, bah, moi j'avais 18 ans, je crois que j'allais sur mes 19 ans. Bah, t'es pas du tout mature. Faut trouver un appartement, enfin faut s'intégrer dans un autre pays et puis commencer l'université enfin, avec un niveau d'exigence qui était quand même assez élevé. Et puis moi, un niveau d'espagnol que je pensais bon, mais qui était pas bon du tout. Donc moi, j'ai pas mal galéré au début, mais ça m'a permis de mûrir très très vite. Et le fait d'avoir dans ce sens-là d'abord 2 ans à Madrid avec un système où il faut tout apprendre par cœur, les livres vraiment par cœur. T'as connu comme moi. Le Ouais, traumatisme, moi, ça m'a traumatisée. ouais, moi aussi. Enfin, tu bachotes 3 jours avant l'examen une matière. Mais cela dit, je pense que ça avait un aspect positif parce qu'après, quand on est arrivé à Paris, moi, j'ai pas trop souffert en troisième et quatrième année parce que la quantité à apprendre par cœur était moindre et c'était en français Mm. du coup. J'ai vraiment bien vécu mes troisième et quatrième années à Paris avec des résultats sensiblement meilleurs par rapport à ce que j'avais à Nanterre notamment. À Nanterre, en première année, j'avais eu des résultats très médiocres. Mm, mm.
Ouais, moi j'avais fait une hypocagne avant d'intégrer la franco-espagnole et franchement j'étais un peu choquée par le passage de beaucoup de réflexions à beaucoup de par cœur quand je suis arrivée en Espagne d'ailleurs. Je crois que j'ai validé aucune de mes matières le premier semestre. J'ai tout repassé au rattrapage parce que cette histoire de par cœur, j'étais juste pas formatée pour quoi. Mais bon. Et par rapport à l'objectif de t'intégrer dans la vie en Espagne, enfin de vraiment pas juste survoler la vie culturelle là-bas, mais de t'intégrer. Comment comment tu comment tu regardes comme ça a posteriori ces 2 années? C'était mitigé parce que finalement j'étais le premier après avoir presque que des amis français. La majorité, mon colocataire était français, mais malgré tout, si je m'étais fait des amis espagnols dans la promo et Ouais. qui m'invitaient chez eux ou dans leur maison de vacances. Donc du coup, c'est vrai que j'ai pu voir cet aspect culture locale, mais moins que ce que je n'aurais voulu. Mais en fait, c'est parce que c'était Mm. aussi plus facile d'avoir aussi des amis français, parce finalement on est un peu perdu aussi. Ouais, puis on est dans ce bâtiment, tu sais, un peu écarté du bâtiment principal de la Exactement. fac où il y a vraiment les étudiants espagnols et je trouve que ça rend difficile l'intégration, mais bon. Et après, sur ma deuxième année, je l'ai vécu un peu comme un Erasmus. Là, j'avais des amis de toutes les nationalités, un coloc finlandais, un coloc italien, et là, c'est vrai que on sortait sur toutes les soirées Erasmus. Donc ça, c'était vraiment deuxième année, c'était plus focus Erasmus, et première année, c'était plus intra promotion avec une majorité d'amis français. Mais bon, Mm. c'était une frustration qui a été facilement surmontable, hein. Oui. J'en suis pas déprimé. Et où est-ce que t'en étais de ce projet de devenir journaliste Ah, sportif? je l'ai très vite abandonné. Dès que j'ai commencé les études de droit, c'est pas que ça m'a beaucoup plu, mais c'est que j'ai tout de suite su que en fait, journaliste, ça me correspondait pas, et qu'après, au fur et à mesure où j'ai avancé dans mes études de droit, devenir avocat m'est apparu une évidence en fait. Parce que un intérêt pour le conseil, la défense, enfin ça a été quoi un peu le déclic pour toi vers la profession d'avocat? Le déclic, je dirais, c'est à partir du moment où on a commencé le droit des obligations. Le droit romain à Madrid notamment, où là je me suis dit, vraiment c'est une matière où je me suis dit c'est incroyable. La logique me rentrait facilement, et c'était finalement la base du droit des obligations repose sur ce qu'ont Mm. créé les Romains, et je voyais que cette logique-là me rentrait facilement dans le cerveau, et elle me plaisait également. Donc finalement, ouais, c'est le droit des obligations qui m'a un peu poussé naturellement vers la profession d'avocat. Et du coup, à la fin de la double maîtrise en droit français-espagnol, qu'est-ce que t'as fait? Alors, j'avais postulé pour divers masters. Je voulais m'orienter plus vers l'arbitrage international. Donc, j'avais postulé pour le master en droit international et européen des affaires de Paris-Dauphine. Ça, j'ai été pris. Et aussi, j'avais en tête de faire le master en droit de l'arbitrage international de Versailles. Et ça, j'avais pas été pris. Donc, par la force des choses, j'ai intégré le cursus de Dauphine, Mm. qui me donnait la possibilité au moment de l'entretien, moi je ne savais pas qu'il y avait cette possibilité-là, d'aller en Pologne, à Wrocław, une ville que je ne connaissais absolument pas, la Venise polonaise, Ah, ouais, ouais, et ouais, ouais. donc il donnait cette option-là aux étudiants, à tous les candidats qui avaient été sélectionnés à l'oral. Il posait la question: est-ce que ça vous intéresse d'aller faire le même master mais délocalisé en Pologne, où vous auriez cours du vendredi au dimanche? Donc c'est vrai que ça fait drôle d'effet sur le moment. J'aurais demandé un délai de réflexion, et puis finalement, au bout d'une semaine après l'entretien, je leur ai dit que oui, enfin ça m'intéressait d'aller en Pologne, parce que c'est une expérience à l'étranger supplémentaire, et Mais aussi. vous êtes plusieurs à avoir fait ça, non? Parce que je me demande si Anna et Magali ont pas fait ça Oui, parce qu'après aussi. je leur avais donné le lead Ouais, je l'année citerai pas suivante. les noms de famille, mais elles se reconnaîtront. Mais oui, j'avais complètement oublié cette étape. Ouais, ok. Et c'était bien la Pologne? Alors la Pologne, bah oui, c'était super parce que du coup, il y a que très peu de candidats côté parisien qui avaient accepté cette alternative-là d'aller en Pologne. Je crois qu'on était que deux
Aline et moi à avoir accepté cette option-là. Et après, on se retrouvait avec, il y avait un autre processus de sélection côté polonais, côté Wrocław, de l'université de Wrocław, qui avait sélectionné 5 étudiants polonais et 2 étudiants français qui étaient exilés en Pologne. Donc, on était une promo de 9 personnes. 9 personnes avec des professeurs qui venaient de Dauphine, filiale Dauphine, qui venaient à Wrocław nous donner cours du vendredi au dimanche. Donc C'est dingue. on avait un lien hyper resserré avec les professeurs. On allait prendre des verres après le samedi soir, on allait prendre quelques petits coups de vodka avec quelques professeurs. Et non, non, du coup, c'était super parce qu'on avait une super promo, très solidaire et un lien hyper privilégié avec les professeurs qui se sentaient, il y en avait quelques-uns qui se sentaient perdus hein, à Wrocław. Ouais. Donc ouais, c'était Et, et- une année vraiment formateur et du coup en semaine, moi, ça me donnait le temps de faire plein de choses. J'ai été professeur de français dans une école de langue, j'ai travaillé pour un call center chez IBM. Enfin, j'ai fait plein de choses tout au long de l'année. Ouais. Et à la fin de cette année-là, enfin, là, je comprends que tu t'orientais vers, enfin, tu savais déjà que tu voulais être avocat, etc. Quand même, au niveau master 2, tout ça, est-ce que tu avais déjà fait des stages? Est-ce que tu avais commencé à mettre le pied dans la vie professionnelle? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout? J'avais fait aucun stage. Tous les étés pendant mes études universitaires, je dirigeais des séjours linguistiques en Angleterre. Ouais. Donc je faisais ça pendant 3 mois. Mais j'avais effectivement pas du tout envie de faire des stages avant le master 2 finalement. Je me disais que je Ouais. verrais bien, que j'avais le temps. Et aussi pour une nécessité financière, hein, tout simplement, c'est que j'étais très bien rémunéré en tant que directeur de séjour linguistique et ça me Ouais. permettait de mettre de l'argent de côté pour assumer les dépenses universitaires tout au long de l'année. Ouais, ouais, ouais. Et donc, en fait, tu as fait ton premier stage en fin de master 2? Voilà, c'est ça. En fin de master 2, j'ai été pris chez Gide à Varsovie Ouais. pour 3 mois. Donc là, c'était une expérience très 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 mitigée, en partie par ma faute parce que j'étais pas forcément très mature non plus. Tu penses à quoi quand tu dis que t'étais pas forcément très J'avais mature? tendance à sortir beaucoup et à ne pas arriver forcément très frais tous les jours au bureau. Et mais parce que j'avais pas non plus une quantité de travail énorme chez Gide à Varsovie, tout simplement parce que je parlais pas polonais. Et du coup, c'était principalement du travail de proofreading, de relecture de documents en anglais que je faisais, et avec une charge de travail qui était très peu demandante. Mm. Et j'aurais pu, certes, demander à des associés de me donner du travail, chose que je me rebutais à faire parce que je savais très bien que j'allais pas faire carrière chez eux. Enfin, je me suis rendu compte très vite que de toute façon, pour faire carrière chez eux, il fallait nécessairement qu'après, je repasse par la case Paris, ce qui n'était pas du tout dans mon intention. Et Car c'était quoi ton intention, justement? parce que avant de commencer le stage chez Gide, en fait, j'avais postulé dans un cabinet, chez DS Avocats en Argentine. Oui. Et alors, je devais être pris, mais finalement, pour une raison, je ne me rappelle plus pourquoi, euh, Monica Orlando m'avait finalement annulé la convention de stage. Mais après, mon directeur de master, Joël Monéger, je lui avais fait part de mon envie d'aller en Argentine. Il m'a Mm. obtenu un stage en arbitrage international dans un cabinet boutique qui vient d'être absorbé là, par Marvel O'Farrell, mais à l'époque il s'appelait le cabinet Rivera à Bauhaus. Mhm. Un stage, à l'issue de mon stage chez Gitch, je devais du coup partir en Argentine pour faire un stage de 6 mois là-bas en Argentine. Mm. Enfin, à l'issue de mon stage chez Gitch en Pologne, je devais partir directement en Argentine pour faire un stage de 6 mois chez Rivera. Ouais. Et t'en étais où au niveau obtention du titre d'avocat à ce stade-là? Du coup, j'étais inscrit déjà au collège d'avocat à Madrid, ça en 2012, Ouais. ça c'était avant mon master 2, et j'avais pas Ouais, donc encore ça, il faut expliquer aux auditeurs qu'en fait, à l'époque, en Espagne, on pouvait s'inscrire à l'ordre des avocats de notre choix en Espagne à partir du moment où on avait un master 1 en droit.
Et que donc, moi, c'est aussi comme ça que je suis devenue avocate, hein. En fait, il y a pas d'école du barreau ou quoi que ce soit. C'est de droit quand on avait le master 1. Donc ça, tu avais fait cette procédure. Donc tu étais abogado en Espagne. C'est ça. Et après, j'ai passé l'examen de déontologie. Ah bah plus tard, c'est en 2014, quand je venais d'arriver au Chili. J'ai passé plus Ok. tard. Donc ça, tu l'as fait plus tard, ouais. Et donc là, tu arrives, tu finis ton stage chez Gide, en Pologne. Tu pars dans la foulée en Amérique latine. C'était, enfin voilà, Est-ce que tu avais déjà une envie de vraiment faire carrière à l'international à ce moment-là? Oui, à ce moment-là, en fait, avant d'accepter l'Argentine, j'étais un petit peu, parce que comme j'étais major de promo sur le master 2 de Dauphine. En étant major, j'avais le droit éventuellement de pouvoir avoir une année d'un LLM à Saint-Louis, dont les frais d'inscription étaient pris en charge par Dauphine. Je sais pas, ils ont un accord. Waouh. Et donc cette option-là aussi me tentait pas mal. Et en fait, j'avais été tiraillé entre soit partir en Argentine et avoir un stage en arbitrage international, soit faire cette année-là et éventuellement passer le barreau de New York après. J'avais beaucoup réfléchi et finalement, j'étais très tenté par l'Amérique latine et j'ai accepté l'option stage en Argentine avec cette envie-là de développer une pratique en arbitrage international. J'étais vraiment focalisé sur l'arbitrage international quand je suis arrivé en Argentine. Et c'était pour toi un choix du cœur ou un choix rationnel de carrière? Parce que de l'extérieur et en plus, tu vois, même il y a quelques années, c'était aussi ça. Il y a quand même cette surenchère de diplômes en plus dans la pratique de l'arbitrage international, etc. Et en plus des diplômes américains, enfin, tu vois, de l'extérieur, on pourrait dire bon, ben non, je vais faire ce diplôme américain, j'obtiens aussi mon barreau à New York et puis ensuite éventuellement j'irai en Amérique latine. Enfin, comment tu l'as un peu tourné dans ta tête tout ça? Euh, je l'ai tourné dans ma tête pour une raison très simple, c'est que même si j'avais eu les frais d'inscription pris en charge à 100%, il aurait fallu de toute façon que je m'endette pour assumer les coûts inhérents à la vie quotidienne là-bas. Donc c'était au moins une trentaine de milliers de dollars. Il était hors de question Non, que je pensais que c'était financé en fait par les Dauphine. frais d'inscription, oui, mais après pas les frais de vie quotidien. Ouais, ok. Donc ça, il était hors de question que je commence la vie active en ayant une dette sur le dos. Et Mm. donc ça a été principalement ce motif-là qui a justifié finalement mon choix. Après, Ok. tu vas me dire, je suis arrivé en Argentine, je savais simplement le nom du cabinet d'avocat, mais je savais même pas combien j'allais être rémunéré. C'est-à-dire que quand j'ai pris l'avion, j'avais aucune idée de la gratification. Et c'était plutôt une bonne surprise parce que finalement j'étais rémunéré, euh, c'était euh, pas trop mal, c'est 1200 $, donc ce qui était pas mal pour un stage en Argentine, parce que Ouais. la vie à Buenos Aires était moins chère. En plus, c'était l'époque où on pouvait changer les dollars dans la rue à un taux officieux largement meilleur que le taux de change officiel. Donc avec Ouais, ça, puis je t'étais vivais payé en bien. dollars, t'étais pas payé en pesos. Enfin, t'avais une sécurité sur ta monnaie, quoi. Exactement. Bah, d'ailleurs, je devais prendre Mm. le bateau pour aller en Uruguay, tirer des dollars et après les changer dans la rue à Buenos Aires. Et après, je payais mon loyer comme ça en cash. Non, c'était une sacrée expérience. Parce que c'était Ouais. en pleine crise. Enfin, il y avait une inflation qui était, enfin, qui est encore Ouais. d'ailleurs, qui Mm, était mm. énorme. Mm, mm, mm. Et donc, tu arrives en Argentine, pays que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Tu es accueilli par cet avocat qui est un correspondant, ce que je comprends, du cabinet qui était censé te prendre en stage initialement. Mais en fait, tu connais personne, quoi. Non, personne, non, absolument personne. Ouais. Et c'était de l'arbitrage que tu faisais chez DS Non, là-bas? Enfin, dans cette... là, pardon, dans cette... j'étais pas chez DS, j'étais chez Rivera. Ouais. Oui, c'était que de l'arbitrage, vraiment et des très beaux cas d'arbitrage, notamment sur la crise du gaz argentin, sur un petit peu travaillé sur l'affaire de l'expropriation de Repsol, sur l'affaire Mm. Chevron. Enfin, c'était vraiment les plus beaux cas d'arbitrage en Amérique latine. C'était Ouais. super. Après, moi, j'étais un peu en marche. Je faisais surtout des travaux de recherche pour Julio César Rivera, mais c'était hyper intéressant. Mm.
Et donc, comment ça se passe ces 6 mois? Enfin, donc tu travailles sur des cas intéressants, etc. Comment ça s'est poursuivi après? Qu'est-ce que t'en as appris? Enfin, Après, à l'issue du stage, moi j'avais vraiment l'intention de rester en Argentine parce que je m'y plaisais beaucoup. Et qu'est-ce qui te plaisait en Argentine? bah, la vie, Buenos Aires, la vie la ville est super. Bah, je crois que toi tu connais Buenos Aires. Ouais, je connais Buenos Aires. C'est vraiment une super ville. Il y a tout. Enfin, c'est une ville qui vit 24 heures sur 24. On peut tout faire à n'importe quel moment. Il y a une offre culturelle qui est incroyable. Il y a une passion pour le football qui est incroyable et que je partage. C'est-à-dire que bon, j'avais beaucoup d'amis là pour le coup. L'intégration locale, je crois que c'était le pays dans lequel j'ai vécu, dans lequel je me suis le mieux intégré. J'avais vraiment beaucoup d'amis argentins avec lesquels bah, je jouais au football 2, 3 fois par semaine. Ouais. Et moi, Mais ça aide quand t'es pas avec des Français, quand t'arrives, ça aide. Enfin, tu vois, quand t'arrives et que tu dois te faire des amis sur place et que t'es pas introduit par des Français et donc introduit dans un milieu d'expat et tout, ça aide énormément à s'ancrer au niveau local. ouais, complètement. Et oui, du coup, à l'issue des 6 mois de stage, moi, j'avais demandé au cabinet dans lequel j'étais s'il y avait une possibilité que je puisse éventuellement intégrer une collaboration, ce qui n'était pas possible parce que ils n'avaient pas forcément une place pour moi pour m'intégrer à long terme. Donc après, j'ai postulé, j'ai postulé chez DS Avocats à Buenos Aires et chez Francis Lefebvre, enfin, le correspondant de Francis Lefebvre à Buenos Aires. Et DS Avocats m'avait offert un stage, une offre de stage, mais dont la gratification ne me convenait pas du tout. Ouais. Et après, Francis Lefebvre comment il s'appelait? Patrick Patelin m'avait offert une possibilité de collaborer avec lui, Mm. mais qu'à la condition sine qua non que je lui présente un business plan pour créer un département d'arbitrage international dans son cabinet. Euh, Chose que j'ai faite, j'ai présenté un business plan, et après j'ai intégré sa structure, mais pendant une durée de 3 mois. Ça n'a pas duré plus longtemps parce que il avait des petits retards de paiement au niveau de mes honoraires, on va dire. Donc, du Ouais. coup, j'ai pris la décision de Mais partir. comment tu fais un business plan pour l'ouverture d'une pratique arbitrage à Buenos Aires pour un cabinet ou pour un correspondant quand finalement t'as pas, enfin tu vois, t'as pas de clients propres, tu vois comment tu t'es démerdé pour faire ça? Bah, C'est un peu au doigt mouillé quoi. oui, Enfin, complètement. Là, quand je reprends le business plan, je me dis que c'était complètement idéaliste. Et j'y croyais en plus. Je croyais dans le projet. Non, mais c'était complètement idéaliste parce que j'avais pas d'expérience, il y avait pas d'autres avocats qui avaient de l'expérience dans le secteur. C'est un projet forcément à moyen long terme parce que les litiges, il faut les trouver et puis faut se faire connaître. Alors oui, on s'était inscrit au, à la Chambre de commerce internationale sur l'antenne argentine. On assistait à des mm, réunions dans lesquelles d'ailleurs je retrouvais Julio César Rivera qui était vraiment le cabinet qui était le cabinet d'avocats de référence en arbitrage international en Argentine. Et je me suis très vite mm. rendu compte qu'effectivement ça serait à moyen terme ça serait pas enfin non, à court terme pardon, ça serait pas viable de d'avoir directement un cas d'arbitrage international dans le cabinet. Ouais. Et comment tu le vivais ça? Ouais, très bien, très très bien. Très bien, parce à côté de ça, malgré tout, je travaillais sur Patrick Patelin me donnait du travail sur du droit des affaires, enfin sur du droit, principalement du droit corporate. Donc à côté de ça, j'avais quand même la moitié de mon temps qui était dédié à du droit corporate et l'autre moitié à du développement de clientèle entre guillemets. Mais sur 3 mois, de toute façon, j'ai même pas eu le temps d'activer grand chose par Ouais, rapport mais au... tu vois, même tu me dis du corporate, déjà c'est du corporate argentin, Ouais, je ouais, ouais. suppose. Et toi, t'étais pas formé au droit argentin et encore moins au droit des sociétés argentin. Non, ouais, pas du tout. Mais bon, après, on apprend avec la pratique, hein, parce que le corporate, c'est vraiment avec la pratique.
Et finalement, les différences, elles sont pas énormes entre le droit corporate français, même espagnol, avec le droit argentin. Mais bon, après, Tant- quand je te dis du Ouais, corporate au début, quand t'es comme ça, c'est plus du secrétariat juridique, hein. Euh, ouais. Plus qu'autre chose, hein. T'as déjà des modèles qui sont préétablis et finalement, oui, tu prends ton code de commerce de temps en temps, mais tu passes pas ton temps sur ton code de commerce. Et donc ça se termine cette collaboration, problème de trésorerie ou en tout cas de paiement de règlement des factures. Comment tu rebondis? Alors après, ah oui, parce il y a un élément important, c'est que entre la période de transition, quand j'ai terminé mon stage chez Rivera et que j'ai intégré la succursale de Francis Lefebvre en Argentine, il y a eu 3 semaines de latence. Mm. Et sur ces 3 semaines, j'ai pris mon sac à dos et je suis parti faire un petit tour d'Argentine avec 3 jours au Chili. Et Mhm. durant ces 3 jours au Chili, j'ai rencontré ma compagne qui Oui. s'appelle Amor. Donc littéralement, j'ai rencontré l'amour de ma vie parce que c'était la mort. Et, euh, et après, du coup, en rentrant en Putain, Argentine, efficace quand même, hein. 3 jours, pouf. et en rentrant en Argentine, on a maintenu une relation à distance. Elle venait me voir de temps en temps. Moi, j'y suis retourné une fois. C'était plus facile pour elle de venir en Argentine pour la monnaie parce que le peso chilien était apprécié par rapport au peso argentin. Et moi, ça me coûtait très cher avec le peso argentin d'aller au Chili. Parce qu'en plus, il y avait Oui. un impôt spécial enfin, je pouvais pas acheter librement des devises. Euh, et du coup, pendant ces 3 mois, on a maintenu cette relation-là. Moi, j'ai décidé de partir de chez Francis Lefebvre pour rentrer en Europe pendant 2 mois, refaire quelques séjours linguistiques pour mettre un petit peu d'argent de côté, et après, avec l'idée de repartir au Chili, cette fois-ci, euh, Mm. avec un billet aller-retour J'avais 2 mois de séjour au Chili qui était prévu, et je m'étais fixé Mm. comme objectif 2 mois pour trouver une collaboration au Chili, dans un cabinet d'avocats. Ok. Et alors? Et alors, quand je suis arrivé au Chili, du coup, j'ai été toqué à toutes les portes, je crois, de tous les cabinets d'avocats de Santiago, avec encore cette idée-là de faire de l'arbitrage international quand je suis arrivé. Donc au début, Mm. j'ai eu pas mal d'entretiens hein, avec pas mal de cabinets, mais qui m'ont très vite fait comprendre que le monde de l'arbitrage c'était un monde fermé et que j'étais de toute façon trop jeune pour prétendre pouvoir intégrer un cabinet local, parce que j'avais 25 ans et pas forcément d'expérience vraiment tangible. Et finalement, c'est à l'issue d'un entretien avec le cabinet d'avocats Otero, avec José Luis Ilavaca, qui m'avait gentiment reçu, où il m'avait dit, bon, enfin, de l'arbitrage, moi ça m'intéresse pas, mais par contre je parle français et moi ça m'intéresse de développer une pratique, de développer une clientèle française, parce qu'il y avait déjà quelques clients français, Mhm. dont la société Poma, Mhm. des téléphériques. Et du coup, il m'avait fait une invitation lors de cet entretien-là à lui présenter un autre business plan pour monter une pratique finalement de French Desk et de devenir le cabinet d'avocats de référence pour les entreprises françaises ou francophones qui souhaitent développer les affaires au Chili. Et là, c'est vrai qu'au Et cours ça de t'a branché comme projet? ah oui, au cours de cet entretien-là, ça m'a fait complètement bugger. C'est là où j'ai fait le lien avec toutes mes expériences précédentes. Je me suis dit, ah, enfin, je vais pouvoir développer un plan qui va avoir du sens. Et c'est-à-dire que la base du business plan que j'ai présenté après aux associés du cabinet était presque la même que celle que j'avais développée pour développer une pratique d'arbitrage international. Parce que j'avais fait une étude de Mhm. marché, euh, il a fallu l'adapter, c'était finalement assez rapide. Et les moyens aussi pour développer les moyens de communication finalement à mettre en œuvre pour développer une clientèle française étaient pratiquement identiques à ceux que j'aurais voulu mettre en œuvre dans le cadre du développement d'une pratique d'arbitrage international en Argentine.
Et Ouais. donc ça m'a pris une petite semaine pour préparer ce business plan. Puis après, j'ai eu une présentation devant tous les associés. Ils étaient 5 associés de ce projet-là. Ouais. Et ça a mis un petit peu de temps. Ils ont mis 2, 3 jours à se décider à l'accepter ou pas. Et 3 des 5 associés étaient très réticents du fait de mon âge. Parce que ils disaient 25 ans, pour développer une clientèle, c'est quand même jeune, il lui manque des cheveux blancs. Mais j'ai vraiment pu compter sur le soutien de José Luis Ilavaca qui avait vraiment cette envie-là, ce Ouais. besoin-là de développer ce projet-là et Mm. qui a garanti mon arrivée au sein de ce cabinet-là en collaboration. Non, mais je te dis ça parce que, enfin, tu vois, l'arbitrage et le droit des affaires et encore plus l'aspect French Desk, c'est pas du tout le même, enfin, c'est pas la même matière, quoi, en termes de contenu du travail et tout. Donc toi, t'étais chaud pour cet aspect entrepreneurial, en fait, plus que pour, peut-être pour le fond des dossiers que tu traitais. Enfin, c'était quoi Ah oui, oui, ton idée effectivement. Au début, c'était le côté entrepreneurial. Alors, enfin, c'est là où je remercie Patrick Patelin de Francis Lefebvre à Buenos Aires, c'est qu'il m'a fait voir ce côté qu'on n'étudie pas du tout en fac de droit, ce côté entrepreneurial inhérent à la profession d'avocat. C'est-à-dire qu'il faut Mm. savoir comment, enfin, se poser la question de comment capter une clientèle. Qu'est-ce qu'on peut leur Mm. offrir? Quels sont les moyens, même si le démarchage direct est interdit, mais enfin, quoique, en Amérique latine, il y a pas autant de règles déontologiques euh, au niveau de la profession d'avocat. On peut faire du démarrage direct, mais moi, ça c'est quelque chose que je faisais pas. Mais mettre en place des moyens, des outils de communication pour capter une clientèle. Et c'est là où, effectivement, oui, au début, il était clair, parce que moi, je me rappelle même au cours de l'entretien avec José Luis Davaca, ma crainte, c'était mais moi je suis avocat, je veux pas être un commercial. Et il m'a dit oui, certes, sauf que en fait t'as pas de choix parce que moi, si j'ai besoin d'un avocat ici au cabinet, un collaborateur, lui il a une pratique en M&A et en droit corporate. Il me dit bah moi je vais prendre un avocat, je vais embaucher un avocat local qui me coûtera moins cher et qui sera plus compétent que toi. Et il avait raison, a fortiori. Il me Mm. dit, ta valeur ajoutée ici au Chili, c'est de pouvoir capter une clientèle française. Et ça, Mm. effectivement, ça, dont acte, au début, moi, j'avais sur mes 6 premiers mois, une pratique exclusivement, enfin, c'était pas du droit, c'était une pratique exclusivement commerciale, finalement. Et alors raconte comment t'as déroulé ce challenge entrepreneurial. Ça a été quoi ta manière de capter cette clientèle? Comment tu t'y es pris en fait pour créer une offre, aller chercher les clients, faire vraiment ce travail de commercial dont tu parles? Alors, t'avais 2 parties. T'avais une partie de marketing, on va dire, indirect, où c'était des publications d'articles. Donc, j'avais publié un petit article sur la réforme fiscale qui venait d'être adoptée précisément juste après que je sois arrivé. Euh, J'avais organisé aussi une conférence euh, à la Chambre de commerce internationale euh, à Paris pour promouvoir un peu le Chili comme terre d'opportunité, donc décrire un petit peu les mécanismes en droit des sociétés, en droit du travail, enfin nécessaires à avoir à prendre en compte au moment de l'implantation. Donc ça, c'était vraiment du marketing indirect dans la mesure où j'allais pas directement vers le client, mais c'était un moyen de me faire connaître indirectement et de me faire d'être positionné aussi sur Google quand on tape avocat Mm. français Santiago du Chili. Maintenant, je suis très bien positionné, mais avant, j'apparaissais pas du tout. Et d'ailleurs, avant que j'arrive au Chili, tu avais un cabinet qui s'appelle Cuevas Abogados, qui était le cabinet d'avocats de référence pour chilien pour les entreprises, pour les PME françaises, on va dire, et qui était le seul à Ouais, apparaître quand on faisait cette recherche-là. Et après, ouais. du marketing plutôt direct où effectivement on a adhéré à la chambre de commerce franco-chilienne, donc j'avais un lien avec le directeur commercial que j'aidais sur des questions au début, sur des questions qu'il pouvait avoir d'entrepreneurs qui souhaitaient monter une société au Chili, se rapprocher de Business France, enfin d'Ubi France qui est devenu Business France. Euh, ouais, multiplier les réunions, se faire connaître
Et finalement, au début, j'avais que des petits clients qui étaient des petits entrepreneurs qui voulaient monter un resto, qui voulaient... il y en avait un autre, enfin j'ai eu tous les profils au début, hein. Un photographe qui voulait monter une petite société pour vendre ses photos, mais c'est vraiment une toute petite clientèle au début, parce que ça a mis du temps avant d'être positionné. Et après, une fois que le positionnement est arrivé, là, la clientèle, elle a commencé à évoluer. Et tu dis, alors vous étiez les seuls à apparaître enfin à être référencés comme tels, comme des avocats chiliens qui peuvent capter une clientèle française. Est-ce qu'il y avait d'autres acteurs sur le marché, quand bien même ils n'étaient pas référencés ou pas tellement? Oui, non, je te dis, tu avais Cuevas Abogados, et nous, Otero, on n'était pas encore référencés, mais c'est pour ça que j'avais identifié qu'il y avait une place à prendre, clairement. Ouais, Parce que tu n'avais qu'un acteur qui était identifié ouais, comme tel. Donc il y avait un ouais, besoin même au niveau en ayant rencontré pas mal de prospects qui me disaient il y avait un besoin d'avoir une concurrence un petit peu plus féroce, on va dire. ouais. Euh, Après, sur les grandes filiales, grandes filiales, sur les filiales de grandes entreprises françaises, de toute façon, elles se dirigent vers les plus grands cabinets. Donc là, on parle des plus gros cabinets chiliens, c'est Kerry avec 200 avocats. Il y a aussi Mazars qui est bien positionné sur le secteur juridique, Mm. euh, qui a beaucoup de grandes filiales. Mais après, dans le segment taille Oui, vous moyenne, qui était étiez, ma cible, il y avait ouais, juste ouais, ouais. un concurrent principal. Ouais. Et tu disais, ça a mis un peu de temps. Tu évaluerais quand est-ce que ça s'est débloqué? Ça s'est débloqué quand un confrère lyonnais m'a trouvé sur Internet, sur un article, certainement une publication que j'avais faite sur la réforme fiscale. Il Ouais. m'a contacté pour me dire qu'il avait un client spécialisé dans les énergies renouvelables qui travaillait au Chili avec le cabinet Philippi, ou Oui. Uria, et qu'on avait marre de payer très cher le taux horaire inhérent à un grand cabinet, et Mm. qui voyait bien en moi le profil d'un candidat jeune, certainement moins cher et avec l'envie d'évoluer. Et donc après, 2 jours après, j'ai rencontré ces clients, ces prospects-là, qui étaient précisément à Santiago et Mm. qui sont devenus des clients réguliers du cabinet et qui développent beaucoup de projets photovoltaïques et dont la taille et le volume est devenu sans cesse plus important au jour le jour. Donc Mm. j'ai grandi avec ce client-là. Je pense que ça a été ça le déclic. C'est génial. Donc ça veut dire qu'en fait, et ça c'était au bout de combien de temps de marketing et d'action, de communication avec des petits clients, etc. Moi, je te dirais un Ce, con- an, ce, à peu près. un an? Ouais. Donc pendant un an, tu écris des articles pour faire connaître votre expertise, donc sur des sujets qui intéressent votre clientèle cible. Pendant un an, tu vas aux différentes chambres de commerce et autres réseaux d'entrepreneurs sur place Ouais. Je mets en et place aussi en une France. permanence juridique au sein de l'association Santiago Accueil, c'est-à-dire que tous les derniers jeudis du mois, de 10h à midi, je suis dans un café, je reçois tous les adhérents qui ont éventuellement des besoins juridiques. Et finalement, ça a très bien fonctionné parce que ils avaient des besoins très simples, principalement en droit du travail concernant l'embauche d'une femme de ménage notamment, Ouais, ou des questions de visa, enfin des questions vraiment très simples à résoudre, et qui m'a ouais, permis effectivement de me faire connaître dans la mesure où tous les adhérents de cette association-là, des adhérentes principalement, et là je veux pas être machiste, mais c'était des femmes d'expatriés, ouais, et qui après parlaient à leur mari, d'un petit avocat français jeune, un peu compétent. Donc ouais. ça a permis de me faire bien connaître aussi, d'avoir une certaine Ouais. notoriété. Donc voilà, donc beaucoup d'actions de développement par de la communication directe, indirecte, différents canaux d'acquisition, différents modes d'action, quoi. Et le bouche à oreille fonctionne bien. Et puis en fait, par le hasard de un an plus tard, faut quand même pas se décourager pendant un an, hein. Il faut le dire ça.
Oui, oui. Alors, je pense que comme j'étais très amoureux, enfin je suis encore, bon, même si la passion, la passion, la passion est passée, mais je pense que c'était ça aussi. J'avais cette volonté de rester, et de m'implanter à Santiago pour rester avec ma compagne. Donc c'était ça aussi qui m'a donné une force de continuer, parce que c'est vrai qu'il y avait de quoi se décourager. Oui, oui, ça c'est sûr. Ouais. Il y a des moments où tu t'es dit, mais en fait, ça va jamais prendre cette histoire Oui, d'activité. oui, oui, régulièrement. J'étais très bipolaire. Enfin, je me disais, c'est pas possible, le projet va pas fonctionner. Avec la facturation, enfin, la facturation était pas satisfaisante sur les 6 premiers mois. Après, j'ai commencé à facturer au compter du septième mois. J'avais quand même des clients qui rentraient régulièrement. Mais c'était pas la taille attendue par le cabinet. Alors, moi, j'étais très content de rentrer un client qui voulait monter un resto, mais clairement, moi, les associés, ça, c'était pas la cible de clientèle qu'ils voulaient que j'apporte. Ouais. Et comment tu te remotivais? Alors l'amour, t'as dit, l'amour Ouais. et la volonté de faire ta vie avec amour justement au Chili. Est-ce que t'as eu d'autres méthodes un peu pour pas baisser les bras et continuer à faire des actions de développement quand bien même tu te dis mais pourquoi est-ce que je me fais un énième vendredi après-midi avec ces femmes d'expat qui vont me parler de leurs problèmes de femmes de ménage. Euh, Enfin, tu vois, comment tu t'accroches à continuer à t'investir sur des trucs qui te rapportent rien directement et pas grand-chose indirectement pendant 6 mois, 7 mois, voire un an. Ça a été quoi ton... Ouais. Euh, ouais, j'avais aussi un soutien inconditionnel de José Luis Silavaca, qui lui, il croyait vraiment dans le projet. Il était toujours là pour moi. Donc je me disais que ce soutien-là venant d'un associé d'une cinquantaine d'années, bah, et puis cette envie, il a vraiment cette soif qu'on réussisse. Parce que c'était un projet commun aussi, hein. Enfin, lui, il m'accompagnait quand j'obtenais des réunions avec des clients, des prospects qui l'intéressaient, il m'accompagnait tout le temps. Et il y avait Mm. vraiment une soif de réussite et de concurrencer finalement pour des raisons, je pense, en partie personnelles, parce que lui, il avait travaillé avant avec Cuevas Abogados, qui était notre principal concurrent. Je pense qu'il y avait cette envie de le concurrencer. Je sais pas pour quelle raison, mais il y avait une envie personnelle de concurrencer ce cabinet-là. Ouais, donc tu as Et bénéficié exactement. d'un soutien tel que voilà, t'étais pas tout seul contre vents et marées et les clients qui viennent pas et avec juste l'amour et l'eau fraîche l'amour et le pisco, pardon, pour te soutenir. C'est ça. Non, puis malgré Et tout, il y avait, comment dire, ah aussi parce que entre temps que j'avais quand même fait je m'étais inscrit à la fac à l'Universidad Católica et pour faire un diplomao en droit de l'environnement. Parce que j'avais un peu de temps quand même parce que le travail de prospection, c'était pas full time. Donc je m'étais dit que c'était le moment opportun pour faire petit diplôme universitaire en droit de l'environnement, un domaine que j'avais pas malheureusement pas pu aborder lors de mes études de droit. Donc ça, c'était quelque chose qui était sur 5 6 mois où j'avais cours 3 fois par semaine le soir. Et avec après, une fois que j'ai terminé ce diplôme-là, j'avais postulé dans un master à distance à l'université de Limoges euh, en, le truc improbable. en droit international et comparé de l'environnement. Et ça faisait 2 ans que j'avais postulé, j'avais pas été pris pendant 2 ans consécutifs. Et là, à l'issue de la troisième année, en sortant de ce diplôme en droit de l'environnement, il m'avait enfin pris. Et du coup, bah, ça me permettait aussi d'avoir cette stimulation intellectuelle sur le droit, indépendamment du travail commercial que je menais chez Otero. Donc un vrai intérêt pour le droit de l'environnement et quand même un pattern d'obstination parce que enfin je veux dire, disons-le, tu veux intégrer un diplôme de droit français-espagnol, t'es pas pris dans 2 diplômes, tu te manges une année en droit normal pour retenter ta chance un an plus tard, sachant que il y avait pas d'équivalence, tu retentais ta chance, donc enfin voilà, t'as Je repartais recommencé de comme si zéro. tu recommençais en L1, quoi, voilà, tu Mm. repartais de zéro. Donc tu as été pris. Là, tu me dis que au Chili, enfin voilà, t'as quand même persévéré pendant 6, 8, un an, 8 mois, un an avant de voir vraiment le truc décoller et pareil, tu t'es pas découragé. Cette histoire de diplôme
à Limoges, c'est quand même tout à fait improbable. Le truc, t'as tenté 3 fois et c'est la troisième fois que t'as été pris. Donc, un vrai... Oui, surtout que je comprenais pas, en sortant major de promo de Dauphine, je m'étais dit, oh, bah, automatiquement, ils vont me prendre. Non, bah non, refus. De façon assez arrogante, j'avais demandé un mail justifiant le refus, j'avais pas eu de réponse. Mais malgré tout, j'ai retenté ma chance. Je m'étais dit, là, avec le diplôme AO en droit de l'environnement au Chili, c'est clair que je leur prouve que je suis persévérant. D'ailleurs, je crois que j'avais appuyé Ouais. ma lettre de motivation en ce sens-là. Et Et mais... Ouais, et du coup, enfin, en quoi est-ce que ce deuxième diplôme venait... Enfin, pourquoi tu le voulais tant, ce deuxième diplôme de la fac de Limoges? parce que c'était un DEA, du coup, c'était un master recherche. Et j'avais un projet de mémoire déjà identifié lors de mon diplôme AO. C'était je voulais faire une recherche sur l'appréhension du dommage écologique en droit franco-chilien. Je trouvais que la problématique était intéressante. Et là, du coup, ce master-là me donnait cette opportunité-là, parce que il se terminait par un projet de mémoire. Et effectivement, Mm. quand je leur ai soumis le sujet, ils m'ont directement approuvé, à tel point que j'ai eu une excellente note. J'ai eu 18 sur 20 sur ces mémoires-là. Une mention très bien. Yes, félicitations. Et, mais c'était plus de la théorie parce qu'après, je pensais que j'allais pouvoir mettre en pratique ça parce que en ayant concomitamment, j'ai eu ce client-là dans les énergies renouvelables. Alors, je me suis dit c'est parfait, ça fait le lien. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout parce que c'était un client dans les énergies renouvelables et sur le dommage écologique, il n'a pas besoin de compétences particulières. Il a plus Ouais, besoin de compétences particulières sur du financement de projet, sur du droit corporate, sur du droit fiscal. Parce que ouais, finalement, les promoteurs, c'est un peu comme des promoteurs immobiliers. Donc ça, c'était un ouais. petit peu une frustration parce que je me disais que ce que j'ai fait, j'ai pas pu le mettre en pratique, ça c'est clair. Ouais, et jusqu'à maintenant, tu n'as pas pu, enfin finalement, t'as pas développé de pratique en droit de En droit de l'environnement l'environnement, ou pas lié du au tout. droit de l'environnement. Pas du Non, tout. si ce n'est le secteur d'intervention d'un de tes gros clients, quoi. Oui, mais qui finalement n'a que très peu de besoins en Ouais. droit de l'environnement. Parce qu'il n'y a pas besoin d'études d'impact sur les projets qu'ils développent. Non, c'est vraiment des besoins en droit des affaires pur et dur. Mm. Donc en fait, ce client, enfin c'est même pas comme si tu avais beaucoup communiqué sur ton implication en droit de l'environnement et qu'en France, il y a un avocat, il y a un confrère obscur qui voit passer ton truc et qui dit ah bah tiens, c'est vraiment lié plus du développement déjà que tu faisais en fait en matière commerciale, en matière corporate quoi. Oui, c'est ça. Et puis par rapport à mon parcours, il avait directement, enfin quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, c'est clair que ton tarif horaire sera beaucoup moins cher que celui des cabinets d'avocats avec lesquels ce client-là travaille à l'heure actuelle. Nous, on est en phase d'implantation parce qu'à ce moment-là, ils avaient pas encore, ils savaient pas encore s'ils allaient investir massivement au Chili. Donc, ils avaient besoin d'un interlocuteur de confiance qui parle français, qui puisse référer directement au PDG en France, qui puisse faire des reportings en français, lui expliquer Ouais, la législation en français, et qui puisse devenir son homme de confiance au Chili par rapport ouais. aux investissements qu'ils envisageaient de faire au Chili, qui étaient investis, enfin, Ouais. ils ont investi plus de 50 millions de dollars. Et à ce stade-là, je fais une parenthèse, mais à ce stade-là, est-ce que tu envisages de devenir avocat au Chili? Est-ce que tu as déjà passé ton équivalence par l'article 99 en France? Ou est-ce que tu en es de l'aspect un peu étiquette? Alors, la déontologie, l'article 99, je l'ai passé en 2014, dès que j'étais embauché, j'ai eu la collaboration chez Otero. J'avais mon billet du coup d'avion de retour qui était prévu pour le mois de novembre, donc j'étais passé l'épreuve à Versailles. En arrivant directement du Chili, en passant par les États-Unis d'ailleurs, parce que le billet d'avion était moins cher en ayant une escale aux États-Unis. Donc, j'ai eu une escale de 10 heures à Dallas où je potassais mon bouquin, mon ADR, dans un Starbucks café. Et, euh, et après, donc, j'ai eu la déontologie. Je me suis pas inscrit au barreau parce que finalement j'étais en collaboration au Chili, donc il n'y avait pas besoin de m'inscrire au barreau en France. Ouais, Il n'y avait pas d'utilité. Et puis, comme je te disais avant, au Chili, il y a pas de règles vraiment déontologiques. Un avocat étranger peut parfaitement faire des activités de conseil sans aucune restriction. En revanche, ok. ma restriction, c'était au niveau du contentieux. Effectivement, du contentieux, ça, je Ouais, peux pas en faire.
et si j'étais pas inscrit au barreau Au tableau, de ouais. Santiago. Et du coup, c'est une sorte de statut de conseil juridique, C'est quoi. ça. Donc moi j'avais ma Mm. société de droit chilien qui facturait mensuellement des services de conseil au cabinet d'avocats Otero. Ok. Très bien, c'est très clair. Et donc il y a ce gros client qui arrive, qui débarque, et j'ai compris que t'as grandi avec lui. Comment donc le client arrive tombé du ciel par un confrère lyonnais, encore une fois, hein, du fait d'une publication qui est arrivée jusqu'à lui par les moyens obscurs d'internet. Ce client arrive et en fait développe hyper bien son activité de telle manière que ça devient un gros sujet. Là, c'était donc tu avais vraiment une rétrocession d'honoraires de la part du cabinet Otero. Oui. Est-ce que vous étiez en mode client unique? Est-ce que ça vous a apporté d'autres clients? Qu'est-ce que... Oui, bah après le travail a payé le travail. Après il y a eu pas mal de filiales qui sont arrivées après. Ouais, effectivement, je devais après ouais si le chiffre d'affaires sensiblement augmenté. J'ai dû avoir trois ou quatre filiales qui sont arrivées après ce client-là. Donc Ouais. c'est symbolique, mais c'est quand ce client-là est arrivé, c'était vraiment ouais, le départ d'une vraie clientèle pérenne. Mm. Et comment tu l'as, enfin voilà, comment tu t'es adapté à ça, à ce développement et comment tu te projetais à ce stade-là? Enfin, c'était quoi un peu ton panorama à ce moment-là? Ben, alors, en plus, c'est vrai qu'il y a un élément que j'ai omis, parce que dans mon business plan, il y avait aussi parce que j'ai identifié qu'il n'y avait pas de cabinet d'avocats, contrairement en Argentine, d'origine française, avec une marque française au Chili. Et en Mm, Argentine, bah, il y avait DS Avocats et il y avait Francis Lefebvre. Donc mm, dans mes leviers de développement, ce que j'avais présenté aux associés, c'était de procéder à un rapprochement avec un acteur français qui puisse être potentiellement intéressé par une implantation ou avoir un bureau de représentation au Chili. Et mm, dans les cabinets que j'avais identifiés, bah, il y avait DS Avocats notamment, où j'étais absolument convaincu qu'ils pourraient être intéressés à l'idée de se rapprocher d'un cabinet local. Et mm. or, il se trouve que, du coup, dans les premières missions que j'avais faites en 2014 en intégrant Otero, c'était de contacter DS Avocats et Monica Arlando en Argentine pour lui demander s'il pourrait y avoir un intérêt de DS pour le Chili. Elle m'avait dit que non, à l'époque non, parce il venait d'absorber le cabinet Savin Martinet. Et dans ce cabinet-là, il y avait une avocate qui est toujours chez DS, Patricia Cuba, qui est une avocate péruvienne, Ouais. qui est Mm, mm, mm. en charge de desk Amérique latine chez DS à Paris. Donc ils étaient en pleine période de restructuration. À l'époque, ils appelaient le desk pays andin. Ouais. Donc ils m'avaient dit clairement qu'il n'y avait pas pour l'instant de volonté de se rapprocher d'un cabinet chilien. Mais pareil, un an après, donc plus ou moins de façon concomitante à l'arrivée du client, de ce client-là, que je te mentionnais avant, Ouais. Ouais. Patricia nous écrit, nous dit qu'elle est à Santiago et qu'elle est intéressée pour nous rencontrer. Et effectivement, là, ça a suscité l'intérêt de José Luis Silavaca, qui ne rêvait que d'une chose, que d'intégrer finalement un cabinet d'avocats d'origine française, car le marché anglo-saxon était déjà saturé au Chili. Et que là, c'était Ouais. vraiment un facteur de différenciation vis-à-vis de la concurrence. C'est-à-dire on Ouais. Ouais. pouvait se positionner comme un cabinet d'origine européenne, comme il y en avait que très peu à l'époque. Et français, Ouais, ce dont je me souviens de mes recherches à l'époque quand je cherchais des stages dans des cabinets d'avocats et que je regardais un peu du côté de l'Amérique latine, enfin quand ça faisait partie de mes projets plus ou moins, ce que je me souviens, c'est que globalement en Amérique latine, il y a une forte présence des cabinets américains et des cabinets espagnols traditionnels type Ulia ou je pense que Cuatro Casas doit avoir des boutiques aussi oui, ou des trucs comme il ça. vient d'arriver. Garrigues aussi, qui est arrivé après. Ouais, Garrigues. Ouais, voilà. Et du coup, et ouais, j'avais remarqué ça. Et que c'est vrai que DS sortait un petit peu du lot avec ce bureau en Amérique latine
Et donc voilà. Et donc en fait, ça s'est fait ce rapprochement du coup? Alors ça a pris beaucoup de temps parce que du coup l'associé José Luis Ilavaca, lui, il voulait y aller directement parce que mais c'est des autres associés, les quatre autres associés étaient ça a été récalcitrants. Parce qu'ils se disaient, bah, DS, il y a personne qui connaît. Otero, c'est une marque qui a été connue au Chili. Ils doutaient un petit peu de l'intérêt d'intégrer le réseau, le groupe DS. Et finalement, après, il y avait des négociations. Moi, j'étais pas partie prenante dans les négociations entre les associés d'Otero et les associés de DS. Ça devait se faire, mais pour une raison que je méconnais, au dernier moment, les associés d'Otero se sont rétractés, ce qui a provoqué Ouais. une scission au sein du cabinet Otero, c'est-à-dire on est parti 2 mois après cette rétractation. Bah, on était une trentaine d'avocats. Il y a 8 avocats qui sont partis intégrer un autre cabinet à l'époque qui s'appelait Vermeeren, dans Mhm. l'optique d'intégrer le groupe DS à très court terme. Ok. Donc ça a provoqué cette scission-là. Donc on a changé de bureau. On est parti, enfin 8 avocats au total, mais au début on est parti. Il y a 2 associés qui sont partis et 2 collaborateurs dont moi. Donc on est parti à 4 pour intégrer cet autre cabinet vers Meren. Et et du coup après on a travaillé comme ça pendant un an. On était DS vers Meren. Ouais. En réalité, on était deux structures, deux entités pas juridiquement pas encore liées. Et Ouais. il semblerait que cette communauté de toit n'ait pas forcément bien fonctionné. Donc du coup, à l'issue de cette année-là de partage de bureaux, on est parti on a déménagé dans un autre bureau pour vraiment développer DS Avocat Chili en Ouais. propre en propre. Et Ok. là, ouais, on était déjà 8 avocats au total au début. Ouais. Ça, je te Et dis que donc, c'était en 2016. est-ce que ça a changé quelque chose, toi, dans ton travail, enfin, ouais, dans ton travail, dans ta carrière, Alors oui, en termes de crédibilité et un peu de légitimité, sur le regard des gens, effectivement, on me prenait un petit peu plus au sérieux. Parce que les gens n'étaient pas dupes, ils savaient que j'étais derrière cette arrivée-là, ouais, conjointement avec José Luis. ouais, Euh, et puis bah DS, effectivement, enfin dans la communauté française, les gens connaissent mm, assez bien. Et donc oui, en termes de crédibilité, on était plus crédible quand on avait des réunions avec des prospects, des entreprises, des prospects, on était beaucoup plus crédible. Alors après, à l'inverse, je suis convaincu que ce client-là, dans le secteur des énergies renouvelables, il arrivait par un confrère lyonnais. Si j'avais intégré le groupe DS avant, il ne m'aurait jamais renvoyé ce client-là, parce qu'il m'aurait considéré comme étant concurrent. Parce que, parce que DS est aussi ah, à Lyon. Et jusqu'à là, plusieurs fois où j'avais des confrères qui voulaient me renvoyer des dossiers, et quand ils ont su qu'on était chez DS, ils m'ont dit, ah bah non, là, je vais pas pouvoir te le renvoyer, le client, parce qu'effectivement, il y a le fait d'intégrer ce groupe-là, bah, automatiquement, ça ferme des portes sur la captation de clientèle vis-à-vis de confrères. ouais, c'est hyper intéressant ça, d'un point de vue développement, en fait. C'est-à-dire que l'absence de marque, enfin de marque connue d'un point de vue international et par rapport à la clientèle européenne, c'est un point faible à certains égards parce que t'es plus confidentiel et qu'il y a moins voilà l'appui de la marque quoi. Mais à côté de ça, quand tu rejoins cette marque, ça te bloque toute une partie du marché qui t'était ouvert quand t'avais pas cette marque parce que justement t'étais pas menaçant. Exactement. Exactement. Donc Mm. ça a été une crainte au début, mais finalement, ça a compensé. C'est-à-dire que enfin, le fait d'intégrer DS, c'est pas ça qui m'a apporté. Je peux pas dire que DS avocat en France ait apporté beaucoup de clients directement, mais ça a Ouais. apporté une forme de légitimité. Et Mhm. c'est quelque chose qui est intangible. C'est ce que je m'évertuais parce que du coup, malgré tout, au moment de faire les bilans de l'intégration au sein du groupe DS, un des reproches principaux
que pouvaient émettre quelques associés, c'était effectivement le fait d'avoir intégré DS, ça nous a pas apporté beaucoup de clients. Mais je leur disais, mais oui, directement c'est vrai, sauf qu'en termes de légitimité, indirectement vous le voyez pas, mais ça vous a apporté des clients sur le positionnement. Ouais. Ouais, ouais. Et toi, est-ce qu'il y a un passage où tu es passé associé du coup? Enfin, comment parce qu'au bout d'un moment, avec tout ce travail de développement commercial, enfin, tu vois ce que je veux dire, t'étais pas juste un technicien français qui du coup peut faire une belle carrière, avoir une belle rétro et voilà. Mais enfin, je veux dire, tout cet effort entrepreneurial, est-ce que tu as réussi à le transformer en association à un moment, que ce soit au passage DS Vermeer ou que ce soit au passage DS tout court? Non, alors non, il n'en était pas question sur le moment. Moi, j'avais pas pensé à me positionner comme tel. Euh, beaucoup de gens m'ont dit que j'aurais dû me positionner au moment pour devenir associé, au moment où il y a eu justement cette intégration totale. Mm. Moi, non, je considérais de toute façon que ça faisait partie de mon business plan initial et c'est vrai que c'était une réelle satisfaction personnelle comment maintenant je relis le business plan que j'ai présenté. Vraiment, toutes les étapes ont été remplies. Là, pour le coup, c'est pas un business plan qui a été qui a été jeté à la poubelle. Mm, mm, Et ça, c'est vrai que c'est une vraie satisfaction. Même sur mm, les objectifs de vente, toutes les étapes ont été vraiment remplies. Après, je pense qu'effectivement, a posteriori, moi j'avais continué à croître au niveau de la clientèle, parce que moi je suis parti en octobre dernier. J'ai un chiffre d'affaires qui était très satisfaisant, qui correspondait presque à un chiffre d'affaires d'un associé. ouais. Le schéma de carrière, je pense qu'effectivement, si j'étais resté plus longtemps et que j'avais maintenu ou encore un petit peu augmenté mon chiffre d'affaires, automatiquement, je pense que je serais devenu associé. À tel point que si on me l'avait dit, on me l'avait fait comprendre que j'étais un des seuls Ouais. collaborateurs qui pouvait rapidement devenir associé si j'augmentais. Je pense qu'il me manquait encore une vingtaine de pourcents de croissance. Mais ça aurait pu arriver, Ouais. quoique. Je sais pas, non, je pense que ça serait pas arrivé parce que si j'étais resté, je suis parti en fin octobre dernier, il y a eu la crise en novembre, là, en novembre dernier au Chili, puis là, avec le Covid, je pense que ça aurait été compliqué d'augmenter le chiffre d'affaires. Ouais. Mais quand même un potentiel, donc ça peut se. Et du coup, tu dis que ça s'est terminé en octobre dernier. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'était en fin d'année 2018. Alors, il y a tout qui s'est croisé. C'est-à-dire que ma compagne, du coup, était enceinte. Euh, un cabinet d'avocats en France m'a offert un poste pour prendre en charge un desk Amérique latine à Paris. Ouais. Ça aurait été pour intégrer ce cabinet-là en au mois de juin 2019. Et à Mhm. côté de ça, un de mes clients qui est dans la comptabilité, enfin qui est un cabinet d'experts comptables en France, de Quimper, que j'avais accompagné dans la création de filiales. Enfin, ils avaient déjà créé une filiale en 2013 au Chili. Ils ont eu quelques soucis avec leurs associés locaux qui étaient des comptables chiliens. Donc je les ai accompagnés dans la résolution du litige qu'ils avaient avec leurs associés. Et après, je les ai aidés à implanter une nouvelle filiale au Chili et il cherchait un directeur général français qui puisse assumer du coup, la gérance de cette nouvelle filiale. Or, il se figure Oui. qu'un de nos collègues de la promotion franco-espagnole, à ce moment-là, était au Chili en train de chercher des opportunités professionnelles, Guillaume Oui. Krabjic, Ouais. et je les ai mis en relation avec le groupe Goriou. Et un mois après, il a été nommé directeur général de la filiale chilienne du groupe Goriou. Et Ouais. pourquoi j'ai eu des liens avec eux? C'est-à-dire que moi, tous mes clients, toutes les nouvelles filiales de groupes français, me demandaient tout le temps, après l'implantation, des coordonnées des contacts de cabinets d'experts comptables. Ouais. J'ai collaboré avec un cabinet d'experts comptables pendant un an, mais finalement, en fait, le niveau était très mauvais. Il y avait toujours des problèmes. Parce qu'il faut savoir que pour être comptable au Chili, il y a que, il y a besoin que de 4 semestres d'études. Donc c'est vrai que le niveau est vraiment pas bon en règle générale, sauf à aller sur les Big Four et payer des frais de comptabilité très chers. Sur le Ouais. segment intermédiaire, il y a vraiment pas enfin il y avait à l'époque, je sais pas si ça a changé,
pas un bon niveau. Donc il y avait vraiment moi je voyais une vraie interaction entre moi en tant que prescripteur et un cabinet d'expertise comptable d'origine française qui puisse assumer et Mm. gérer la comptabilité de mes clients. Et effectivement, ça s'est révélé être vrai parce que je dirais que 90% de mes clients se sont dirigés vers les services du cabinet Goriou au Chili, pris en charge Ouais. par Guillaume. Guillaume avec lequel, enfin c'est un ami, donc avec lequel je collaborais beaucoup au quotidien. Moi, plus sur l'aspect fiscal. Enfin, du coup, on avait des vraies interactions avec nos clients. On pouvait assurer une sorte de continuité totale Ouais, sur, c'était tant une sur le sorte de juridique que cabinet comptable. interprofessionnel, mais de façon informelle, quoi. Exactement. Et donc, à l'issue, au bout d'un an d'activité, les PDG Pierre-Marie Goriot était venu avec son associé Claude Faro visiter un petit peu les activités de la nouvelle filiale chilienne. Et donc, autour d'un dîner, ils m'ont manifesté leur intérêt, euh, pas en s'adressant à moi directement, mais d'ouvrir une nouvelle filiale en Colombie. Or, il se figure que ma compagne est colombienne et que ce projet-là, étant donné l'historique qu'il y avait, cette vraie synergie qu'il y avait entre la clientèle que j'avais développée et la clientèle développée par la filiale chilienne du groupe Goriou, j'ai dit que moi, ça pouvait m'intéresser effectivement de partir dans une nouvelle expérience et de prendre en charge leur nouvelle filiale colombienne. Et donc ça, c'était vraiment de façon informelle. Moi, je leur ai dit que ça pourrait m'intéresser. Et, euh, et après, j'ai un petit peu réfléchi à la question parce que j'avais aussi parallèlement cette offre-là du cabinet d'avocats en France où je me disais qu'est-ce qui était le mieux finalement parce que comme ma compagne était enceinte, est-ce qu'il fallait qu'on aille à Paris ou est-ce qu'il fallait qu'on aille en Colombie se rapprocher de sa famille? Mais on avait clair qu'il fallait qu'on parte du Chili parce que nos familles respectives n'étaient pas au Chili, étaient trop loin, il fallait qu'on se rapproche de l'une des deux familles. Ouais. Et l'opportunité d'aller à Paris, moi j'étais écarté pour la simple et bonne raison que, que j'avais envie d'avoir une expérience supplémentaire en Amérique latine. Et d'un commun Mm. accord avec ma compagne, on a décidé de refuser l'offre de ce cabinet d'avocats français et de travailler sur un nouveau business plan à présenter cette fois-ci à un cabinet d'expertise comptable à Quimper. Donc ça, je leur ai présenté le business plan en avril dernier de Les 2019. liens, mais quand même absolument improbables, quoi. Enfin, c'est-à-dire que tu te retrouves à un truc hyper international avec Quimper, c'est drôle. Oui, ça c'est Enfin, je veux sûr. dire, ça renverse pas mal d'a priori, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Ah oui, je l'aurais pas cru. Je connaissais pas Quimper d'ailleurs, mais c'est une très très belle ville, petite ville. Et donc je leur ai présenté ce business plan au mois d'avril dernier. Et ça s'est fait assez rapidement. On a eu 2 mois de négociation et au mois de juin, la décision a été prise et actée. C'est-à-dire que je partais pour le début d'année 2020 créer leur filiale en Colombie. Moi, j'avais déjà annoncé ma démission. J'avais déjà posé ma démission chez DS au mois de février parce que j'avais quelques problèmes personnels avec un des associés notamment. Donc moi je savais que même si ça se faisait pas du côté de Gourion en Colombie, je voulais partir de toute façon pour créer un projet entrepreneurial. Donc j'avais mis tous mes jetons, je les avais mis côté Gourion Colombie, mais si ça se faisait pas, j'aurais créé un autre projet de toute façon hors DS. Ouais. Et après la démission, ça a mis du temps parce qu'effectivement j'ai travaillé jusqu'au fin octobre 2020 parce que le temps qu'ils trouvent une remplaçante, ils ont trouvé une avocate française, ils ont mis du temps à la trouver, qui a pris son poste, qui a repris mon poste début novembre de 2019. Ouais. Et Ouais. entre-temps, j'ai assuré la transition, tout simplement. Je ne générais plus de Ouais. nouveaux clients, j'étais plus du tout proactif en termes de captation de clientèle, mais le bouche à oreille fonctionnait tellement bien que j'avais quand même des clients qui arrivaient. Ouais. Et du coup, en Colombie, t'es parti pour ouvrir un French desk, mais d'un cabinet d'expertise comptable. Alors, on a 2 sociétés. On a une société d'expertise comptable qui s'appelle Goriu Colombia. Donc, Ouais. on a une experte comptable pour l'instant qui est sous contrat de travail, qui est à plein temps. Et après, on a une autre société qui s'appelle Goriu Legal, où j'ai aussi embauché une collaboratrice colombienne, mais qui est francophone, parce qu'elle a fait 2 Master 2 à Lyon, justement.
Et donc Oui. effectivement, on prétend se positionner sur les deux segments, tant juridique que comptable. Mais en Colombie, c'est comme au Chili, il n'y a pas de la déontologie, enfin, il y a pas de, euh, c'est pas une, enfin, je veux dire, avocat n'est pas une profession réglementée qui fait que les conseils juridiques sont intégrés à la profession d'avocat et théoriquement, des personnes qui ne sont pas avocats peuvent pas donner de conseils juridiques. Ah, j'ai la même restriction. Je peux pas faire de contentieux. Je suis juste sur le segment conseil. Par contre, c'est ma Ouais, ouais. collaboratrice, elle peut fait du contentieux. Alors là, par contre, j'ai bien l'intention de passer l'équivalence. Là, ça va me prendre un petit peu de temps, mais d'ici les 18 prochains mois, j'ai bien l'intention de passer cette équivalence-là parce que j'ai ce besoin de faire du contentieux parce que pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas du tout fait de contentieux directement. Alors j'étais indirectement Et, partie prenante derrière, mais c'est vrai que c'est cette frustration un petit peu de pas avoir pu aller plaider la cause de clients que finalement que j'accompagnais derrière. ouais, donc c'est une envie Ah oui, 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 ça c'est de clair. te développer en contentieux. Et non, mais parce que tu sais que théoriquement en France, tu peux pas faire de conseil juridique si t'es pas avocat. Enfin, je veux dire, c'est la profession est réglementée de telle façon que ce que tu fais, tu pourrais pas le faire sans avoir le titre d'avocat en fait. Hmm. Donc voilà, donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant de le souligner que c'est en fait tout ce parcours que tu as fait en conseil juridique et notamment au Chili et maintenant en Colombie, il est avant passage de l'équivalence et avant l'obtention du titre d'avocado, il est possible parce que il est aussi possible parce que la déontologie locale, la réglementation locale, t'oblige pas à être avocat pour pouvoir donner faire des services juridiques, quoi. Hmm. Exactement. Et donc là, ça fait depuis 6 mois, non, que tu es en Colombie et que tu développes ça? Ah non, non, je suis arrivé le 17 janvier, donc ça fait trois mois tout juste. C'est C'est vraiment tout nouveau. c'est tout Et récent, alors, ouais. comment ça se passe ces 3 premiers mois? Vous êtes en plein, je suppose que vous êtes dans la tourmente des premiers mois de la mise en place du business plan. Bah là, mon business plan, là, pour le coup, il est à jeter à la poubelle avec la situation actuelle. Non, les débuts étaient vraiment encourageants. En arrivant, euh, en arrivant au mois de janvier, j'avais déjà, non, non, parce que il y avait beaucoup de liens. En fait, il y a beaucoup de liens entre le Chili et la Colombie. Et, euh, Mhm. et enfin, pas mal de clients qui, avant de partir, me disaient effectivement, moi, je vais certainement avoir du travail à te donner en Colombie. Et ça s'avérait être plutôt vrai. J'ai envoyé beaucoup de devis pendant le premier mois, on va dire, avant la crise du Covid, pendant les 2 premiers Oui. mois. Mais malheureusement, là, pour l'instant, ces devis-là sont restés un peu sans réponse parce que bah, la situation est vraiment compliquée. Ouais. Mais je pense qu'effectivement, il y a une place à se faire. Je pense que la clientèle va se créer grâce au lien que j'ai avec le Chili au début. Parce qu'il est clair que Oui. le lien avec la France, bah, j'ai des concurrents dans le secteur et pas du tout de légitimité encore. Donc je pense que mon socle de clientèle va venir grâce au réseau que j'ai chilien. Et après, pour pouvoir après éventuellement intégrer euh, la clientèle française en survivant à la situation actuelle. Parce que c'est vrai que là c'est pas facile à l'heure actuelle. Mm. Non, c'est pas facile comme tu dis. Et d'un point de vue plus technique, tu parlais de légitimité. Quid de ta légitimité du coup, enfin, de la même manière qu'en droit chilien, hein, mais de ta légitimité là en droit des affaires colombien, est-ce qu'il y a est-ce que tu ressens beaucoup de différences? Enfin, comment tu gères ça, le fait de toujours changer de droit de référence quelque part? Enfin, de Bah toujours changer, alors, j'exagère parce que finalement, pour, t'as à pour peine pouvoir exercé en Argentine et pour pouvoir contrer justement cet argument-là, qu'on peut me faire valoir, oui, effectivement, tu ne connais rien au droit colombien. Là, j'ai déjà démarré, bah, dès mon arrivée, au mois de février, un master en droit des affaires colombien. D'ailleurs, ouais. j'ai des cours une fois par mois, mais de façon intensive, à l'Universidad del Externado. Donc, un master hyper transversal où je vais, demain, j'ai des cours de comptabilité, justement, après de droit de la consommation. J'ai déjà eu, le mois dernier, j'ai eu des maths financières, des maths basiques.
Donc ça va me permettre effectivement, j'avais aussi besoin pour me sentir un peu plus à l'aise, de me mettre à niveau en droit des affaires. Mais après, là, sur ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, la base est exactement la même que le droit français, hein, ou que le droit Ouais. romain derrière. Mais tu vois, là, en préparant mes cours de droit de la consommation, bah, j'ai l'impression de revoir mes cours de L3 sur la responsabilité du produit défectueux. Enfin, ils prennent même la législation européenne comme référence, et puis tu as beaucoup de références au droit civil français. Enfin, c'est très, très, très similaire. Donc là, moi, pour le coup, ça me fait pas du tout peur, parce que j'ai déjà eu les expériences précédentes de m'intégrer assez rapidement. Sur le droit colombien. Puis c'est aussi pour ça que j'ai ma collaboratrice aussi au début pour m'appuyer, hein, parce que là je me repose beaucoup beaucoup Ouais. sur elle. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu préfères dans tout ce que tu fais? Si tu regardes un peu là ces dernières années, depuis que tu as commencé à avoir une pratique professionnelle, donc on va dire depuis ton arrivée en Argentine, qu'est-ce que tu préfères en fait dans tes postes, dans ta vie professionnelle? Qu'est-ce que tu préfères faire? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? En droit ou dans la vie en général? Ben, dans la vie en général, alors plutôt axé dans la vie professionnelle, mais Alors, je crois que parce que ce que j'ai le plus apprécié au Chili, c'est de devenir l'interlocuteur de confiance de bon nombre de mes clients et d'avoir une relation humaine absolument hors du commun. C'est-à-dire que bon, j'avais le téléphone qui sonnait toutes les 2 minutes, mais c'était même au-delà parfois de l'aspect professionnel. C'est-à-dire que j'en devenais même parfois le confident. Donc sur le ouais, rapport humain que j'ai eu avec, c'était ça qui me faisait vivre en fait. C'était ce rapport humain très privilégié avec les clients parce que de par la distance, de par la méconnaissance un peu du microcosme chilien, bah ça crée beaucoup de liens étroits que je suis absolument convaincu que c'est très difficile d'avoir autant de liens avec des clients si j'avais exercé en France et mm, aussi jeune aussi d'une certaine manière. ouais. Donc vraiment le lien, tu dirais que est-ce que tu dirais que ton point fort dans ton développement de clientèle, c'est ça, c'est la qualité du lien que tu arrives à créer, quelque chose de très personne de confiance, Bah, presque à mi-chemin entre le conseil et, enfin, mon argument, à un moment, mon argument de vente, bon, outre le bouche à oreille, mon argument de vente, c'était de dire aux clients potentiels, je suis honnête. Parce qu'il y a beaucoup d'avocats véreux au Chili. Euh, Pas dans les grands cabinets, ça ils sont clean, mais sur des cabinets de taille un petit peu plus modeste, il y a beaucoup de clients qui sont arrivés vers moi parce qu'ils ont déchanté chez des conseils juridiques auparavant. ouais, Des choses absolument incroyables. C'est-à-dire que des avocats qui se nomment mandataires sociaux de la filiale avec les pleins pouvoirs sur le compte bancaire et qui se payent les honoraires. ouais, Enfin, c'est ouais, inconcevable. Et effectivement, ouais, le client qui fait confiance au début et puis qui se rend compte que finalement, non, il a eu tort et qui arrivait vers moi en étant rassuré aussi d'avoir l'interlocuteur français. La langue aussi fait beaucoup de bien, le fait de pouvoir partager ses émotions en français et d'avoir ce rôle-là au début, avant même de travailler avec le client de confident. ouais. Et tu disais, un de mes arguments de vente, c'était de dire je suis honnête. Comment tu le cales ça dans ta com? Enfin, je veux dire, ouais, comment tu le calais? Ah ça c'est juste en réunion client, ouais. Avec la première réunion avec le client potentiel qui raconte un peu son background au Chili et les déceptions qu'il a pu avoir avec un autre cabinet. Et moi je leur dis effectivement ça avec nous ça n'arrive pas parce que nous on est des personnes fondamentalement, enfin un cabinet fondamentalement honnête. Donc moi j'ai la charge d'une clientèle avec laquelle effectivement notre intérêt c'est pas de faire un one shot de facturer, d'émettre une grosse facture au client au moment de l'implantation de l'opération, sinon d'avoir une vraie relation de confiance sur le long terme. À tel point Mm. que, enfin, les clients, là, j'ai lissé un socle de clientèle chez DS au Chili. Il y a beaucoup de clients, ça fait 3 ans qu'ils travaillent avec nous sur la base
d'un retainer, enfin d'un forfait mensuel qui prend en compte toutes les problématiques qu'ils peuvent avoir en droit des affaires, sur une base de confiance finalement. Mm. Ouais. Donc tu m'as dit que là tu envisageais de passer ton barreau colombien et que tu voulais notamment, et que c'est une des raisons qui te motive à vouloir passer ton barreau colombien, faire du contentieux. Est-ce que, enfin, à part ça, mais c'est déjà beaucoup, comment est-ce que tu entrevois là les prochaines années au niveau de ta profession, au niveau de ton exercice? Bah alors, idéalement, j'aimerais bien réussir le projet que j'ai entrepris. C'est audacieux, hein. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas trop compris le choix que j'ai fait de quitter DS au Chili, où j'étais bien positionné pour prendre en charge un cabinet qui est connu comme dans l'expertise comptable en Colombie. Mais je suis convaincu que ça peut réussir, donc j'aimerais bien effectivement avoir dupliquer finalement ce qui a été fait, ce que j'avais fait au Chili, en ayant une clientèle consolidée aussi au niveau de la comptabilité. Et après, mon objectif aussi, c'était d'avoir, je sais pas si ça va pouvoir se faire, une présence, une extension géographique, non seulement à Bogota, mais également ouvrir un bureau à Medellín, voire même à Barranquilla et à Cali, voire Mm. plusieurs cabinets dans le pays. Sur un projet où moi je m'étais projeté de toute façon sur au moins 5 ans, parce qu'il faut au moins 5 ans parce que la première année, c'est clair que c'est une année qui est compliquée où je vais avoir que des petits clients entre guillemets, et Mm. encore plus maintenant avec la situation actuelle. Enfin, si ce n'est Mm. même pas du tout de clients peut-être. Mm. Mm. Une première année de développement, deuxième année on commence à se consolider, troisième année là où on commence vraiment à couvrir les pertes générées sur les années antérieures. Ouais. Est-ce que tu as une source d'inspiration, un livre, quelque chose que tu aimes particulièrement et que tu voudrais partager avec les auditeurs? Alors, source d'inspiration. Alors là, c'est une sacrée question. J'imagine que t'as personne qui t'a répondu que non. Si, j'ai beaucoup de personnes qui ont eu des difficultés à répondre à cette question. C'est pas si évident comme question. Non, oui, là, tu m'as pris par surprise là. Non, mais ça peut être, je sais pas, si tu lis ou si tu écoutes un podcast ou si il y a un film ou un réalisateur que t'adores. Enfin, c'est pas du tout une question. Bah, il y a 10 ans, je t'aurais répondu l'auberge espagnole sans sourciller, mais là maintenant, non, plus du tout. Plus du tout. Non, malheureusement, la lecture, j'ai pas beaucoup de temps de. Ça, c'est vraiment. J'accorde pas beaucoup de temps à la lecture. Ça, c'est un défaut que j'ai. Et depuis plusieurs années accumulé, parce que entre le travail, la famille. Enfin, il y a toujours une bonne excuse pour ne pas lire de toute façon, et je lis Tout plus à du fait. coup vraiment dans le droit. Tu vois, là, je me suis mis à lire, mais que des bouquins en droit. Donc c'est vrai que je suis un Ouais. peu monomaniaque là pour le coup, et j'ai pas d'auteur particulier qui me vient en tête. De Non, je te dirais qu'en Bah, ce moment, moi, t'inquiète, je y a suis pas de très mal. curieux sur si en ce moment, j'ai quand même quelqu'un qui m'inspire pas mal. C'est Marc Jancovici, sur ses analyses l'évolution finalement de la mondialisation. Et d'ailleurs, moi, peut-être point que mon business model est quand même basé sur la mondialisation. Et, je suis assez curieux effectivement de voir comment la société va évoluer, comment le modèle va évoluer, et dans quelle mesure ça peut impacter mon activité, et dans quelle mesure je vais devoir adapter mon activité. Donc effectivement, en ce moment, mes lectures sont centrées sur quelle va être l'évolution de la société pour faire face au futur manque de pétrole, certainement des restrictions de déplacement. Enfin, ça, c'est clair que mes réflexions sont basées là-dessus. C'est, Oui. Et il est évident que le modèle précédent ça va plus être pareil, ça c'est sûr. et ça te, enfin, je veux dire, ça te fait peur, pas juste à court terme par rapport au développement de ton entreprise juste là actuelle, mais de manière plus globale par rapport à la manière dont
Donc, t'as géré ta vie professionnelle. Est-ce que du coup, tu te dis, ah, mais si je dois rentrer en France ou avoir une pratique plus locale, enfin, quelle sera ma valeur sur le marché, ou est-ce que c'est plus une curiosité, mais que t'as confiance dans le fait que de toute façon, tu trouveras, enfin voilà, tu rebondiras et tu trouveras un moyen de t'adapter et de développer quelque chose d'intéressant? Ça dépend des jours. Non, Ça c'est vrai que dépend des parfois, gens, ouais, ouais. c'est vrai que parfois j'ai des doutes effectivement sur. Je me dis que si tu as un repli de chacun des pays sur soi-même, il est clair que mon business model il est pas bon dans ce cas-là. Donc il faudrait peut-être après que j'envisage si ça marche vraiment pas de rentrer en France et d'avoir quelque chose de plus local. Mais après je me dis Mm. qu'il va y avoir des évolutions de toute façon. La mondialisation ne va pas disparaître du jour au lendemain et qu'il va y avoir Non. des adaptations de la société et que tu auras forcément aussi des besoins peut-être plus ciblés sur des secteurs moins développés jusqu'à présent et avec peut-être un développement parce que là ce que je vois pour l'instant le peu de clients que j'ai ici c'est des clients qui sont dans les nouvelles technologies dans le sens large et qui n'ont pas besoin du tout de voyager ici. Euh, donc ils peuvent parfaitement développer, avoir une filiale à l'étranger sans avoir, ne serait-ce même que de personnel sur place, parce que tout est exécuté depuis l'étranger, Mm, 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 via les nouvelles technologies. Donc, je me dis que ça serait ouais. peut-être ça, sur ce segment-là que je vais devoir travailler. C'est en pleine, ouais, là, dans mon cerveau, ça pullule sur l'évolution effectivement de la société, c'est, c'est un peu la méconnaissance du sujet. Mais c'est ça aussi qui en fait le côté challenge excitant aussi. Ouais. En plus. Et quelle est ta dernière joie, Benoît? Mon fils, Gabriel, la naissance de mon fils, Gabriel, qui est né du coup en juillet dernier, donc qui est chilien, colombien et français, qui a 3 passeports. La classe? Euh, et là, oui, ça effectivement, là sur le temps libre que j'ai, c'est un plaisir de pouvoir. Le confinement pour lui, c'est un grand plaisir, et même aussi pour moi de pouvoir passer du temps avec lui. C'est un vrai plaisir de pouvoir le voir grandir comme ça au quotidien. Et le fait de l'avoir pendant cette étape de confinement, je pense qu'effectivement, ça serait pas la même chose si on n'avait pas de petits garçons qui, qui donnent une source de bonheur incroyable. Mm. Et qu'est-ce que tu portes sous ta robe? Mais tu n'as pas de robe du coup, Bah parce que non, tu n'es j'ai jamais pas. mis la Ouais. robe. Non, et puis en plus, t'es pas. Enfin, si, tu restes avocat en Espagne quand même. Oui, oui, mais comme j'ai jamais exercé non plus en Espagne finalement, donc c'est vrai que c'est pour le conseil, je sais pas moi, pour le déontologique, c'est particulier quand même d'avoir. Mais non, bah, et en plus je me sens pas du tout. Enfin, quand j'ai des échanges avec des confrères en France, et je me sens vraiment très éloigné des standards de la profession, même dans la façon de communiquer avec les confrères. J'ai le votre bien dévoué, j'ai du mal à l'utiliser si tu veux. Ouais. Même le cher confrère, parce que les communications ici entre confrères, enfin que ce soit au Chili ou même ici en Colombie, elles sont beaucoup moins formelles. Ouais. Mais alors, qu'est-ce que j'ai sous ma robe? Alors, du coup, je ne le sais pas encore. Ça reste à découvrir le jour où je prêterai serment. Ouais, bah c'est vrai qu'en fait, enfin, cette histoire avec l'Espagne, ça a été parce que c'est plus le cas maintenant pour enfin, les nouveaux diplômés aujourd'hui ont pas ce système, mais c'est vrai que nous, on est devenus avocats en Espagne sans cérémonial, quoi, de manière extrêmement froide et donc je comprends qu'en ayant enfin qu'en étant avocat que de par l'Espagne, tu n'aies pas ce sentiment vraiment d'être avocat, quoi. D'appartenir, ouais, effectivement. Ouais, d'appartenir au corps. Et d'où enfin non, c'est pas forcément motivé par ça, mais vraiment ce besoin de faire du contentieux, ouais, effectivement, de me confronter, parce que j'ai l'impression que je perds une partie que j'ai pas encore découvert l'intégralité de la profession en étant que sur du conseil. Bon, ben l'avenir s'annonce difficile, mais quand même plein de défis que je te souhaite de relever avec brio. Merci. Merci beaucoup, Benoît. Merci à toi, Lila.